Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon géopolitique, économique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 avril. Alors sur le plan géopolitique, ben ça y est, l'intervention de la coalition arabo-sunnite est terminée au Yémen. Alors il n'y a pas de vainqueur, pas de vaincu. On a simplement réussi à balancer quelques centaines de millions de bombes et de missiles. C'est bien, ça fera renouveler les stocks. Sur le pétrole, eh bien, ça a peut-être eu un petit impact. En tout cas, le baril se maintient au-dessus des 56 $ et nous continuons de viser donc cet objectif de 58,5 sur le WTI côté à New York, naturellement. Sur le Brent, évidemment, on est au-delà des 62 et on visera 64, voire un petit peu mieux. Si vous êtes long sur le pétrole, conservez vos positions. Si vous êtes long sur les parapétrolières, les Technip, les Valourec, les Morel et Prom, vous conservez également les positions. Vous surveillerez d'ailleurs particulièrement Morel et Prom en cas de débordement des 8,45, 8,50, car là on pourrait gagner environ 10% supplémentaires. Voilà, c'est une valeur spéculative, elle peut faire l'objet de rumeurs de rachat. C'est un vieux marronnier, mais bon, on sait que lorsque le marché cherche des idées d'achat, eh bien n'importe quelle rumeur est bonne à prendre. D'ailleurs aujourd'hui on le voit. Bonne nouvelle sur BIC, le titre explose de 10%. Zodiac Aerospace se montre plus optimiste sur sa branche de production de fauteuils d'avion et le titre prend également 10% malgré une baisse de 33% du résultat. On est vraiment dans un contexte où les opérateurs cherchent n'importe quelle idée d'achat. Non pas qu'ils ont envie d'acheter quelque chose, mais ils ont de l'argent, trop d'argent. Tout ce fric, comme disent certains traders, il faut bien l'investir quelque part. Alors ça fait 5 ans que nous vous décrivons les mécanismes, à savoir qu'avec les QE, le rendement des placements obligataires ne cesse de décroître, donc symétriquement le rendement relatif des actions ne cesse d'augmenter. Ça fait 5 ans que nous vous décrivons ce mécanisme et aujourd'hui tous les gérants vous le répètent comme un mantra, comme s'ils avaient découvert soudain que les banques centrales veulent faire du bien à la bourse. Eh bien, ce n'est pas seulement une préoccupation de banque centrale occidentale, on le voit également avec la Chine. Alors, on glace d'effroi tout le monde vendredi dernier en annonçant, heureusement après la clôture, que l'on va autoriser les ventes à découvert. On commence à paniquer, on voit déjà les valeurs chinoises perdre 5% en transactions hors séance à Shanghai. Et puis, on rassure tout le monde le week-end en annonçant que les banques chinoises vont être autorisées à prêter davantage, on réduit leurs réserves obligatoires à 18,5 et voilà, ça fait 150 milliards à 200 milliards de dollars supplémentaires qui seront transformés en mauvaises créances, voire en position à levier sur les marchés financiers. Car qu'est-ce que les banques peuvent faire de mieux que de prêter aux spéculateurs qui prennent Shanghai pour un casino? Alors un casino qui fait vraiment boom, puisque ce matin, le SSE gagne 2,2% supplémentaire et atteint, tenez-vous bien, les 4400 points. On était en dessous des 2000 et même des 1980 il y a un an. Vous voyez la performance, on en est maintenant à presque 220% de hausse et ça continue. Alors, on est quand même sur ce qu'on appelle une hausse parabolique où l'accident peut survenir à tout moment. Mais de toute façon, regardez le scénario à Shanghai, c'est exactement le même qu'à Tokyo. Si vous avez des charts assez longs pour remonter à la période 1988, fin décembre 1989, superposez les charts et vous vous retrouvez à Tokyo avec encore plus de ça les mêmes problèmes de créances douteuses dans les banques corrompues et les mêmes problèmes de surinvestissement et de bulles immobilières. Voilà, la Chine nous fait ça 30 ans après. Alors, l'alignement des planètes en Europe justifie évidemment tous les excès. On nous explique que la baisse de l'euro va faire exploser les bénéfices. Ce qui nous continue de nous ébahir. Parce que franchement,
En 95-2000, le yen était effectivement le seul à baisser contre toute devise. Il y a eu cette fameuse période de carry trade, yen-dollar. Et puis le dollar s'est mis à baisser avec les quantitative easing de la Fed. L'indice dollar contre toutes les devises mondiales a chuté. Mais là, avec la BCE, regardez l'euro. Alors oui, il baisse effectivement contre le dollar, mais contre toutes les autres devises, il ne baisse pas. Pourquoi? Parce que tout le monde, en même temps, détruit consciencieusement sa devise à coup d'abaissement de baisse de taux, à coup de quantitative easing, à coup de réduction des réserves obligatoires des banques. Donc si on prend l'indice euro contre autres devises, c'est pas du tout le scénario du yen à la fin des années 90 ou du dollar entre 2010 et 2014, non. L'euro est accompagné à la baisse par le réal brésilien, par le peso argentin, par la lire turque, par les devises nordiques, puisque là, les banques se montrent extrêmement actives. On est même en taux négatif au Danemark, qui n'a pas l'euro, je vous le rappelle. Donc, quand l'euro recule en même temps que toutes les devises, quel est l'avantage compétitif? Mais ça n'empêche pas les gérants tous les jours de vous répéter toujours comme un mantra que la baisse de l'euro va doper nos bénéfices. Bah oui, ça le ferait si effectivement l'Europe avait comme seule contrepartie commerciale l'Amérique du Nord, mais ce n'est pas le cas et on n'exporte effectivement pas grand-chose vers les États-Unis ou le Canada. Voilà, donc on continue de nous justifier la hausse des marchés pour de mauvaises raisons, mais bon, il y a de l'argent donc ça va continuer. Il faut vraiment surveiller ce qui se passe du côté de l'Asie parce que là, véritablement, on est en pleine folie.